Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous commençons à débattre désormais à 11h moins le quart. Aujourd'hui, les débatteurs sont Sophie de Menton. Bonjour Sophie, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste qui devrait nous rejoindre, directeur de la publication du Monde Moderne. Il est dans les locaux de Sud Radio, donc il ne devrait pas être très loin. Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonjour. Et Mathieu Alterman, journaliste. Bonjour Valérie. Journaliste, vous êtes avec nous. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule Femme fatale et nous attendons le prochain. Voilà, qui arrive en mars normalement si les librairies sont ouvertes. Alors évidemment, commerce, grande surface, produits essentiels. Je reprends le titre du Parisien, le grand bazar pour ne pas dire autre chose. Comment s'y retrouver? Vous savez que vous ne pourrez plus acheter de calendrier Kinder pour citer cette marque entre autres ou sous ces calendriers de l'Avent puisqu'il y a des barrières qui ont été mises, des rubans pour empêcher la vente. Donc qu'est-ce qu'un produit essentiel? Qu'est-ce qu'un produit non essentiel? J'espère qu'en Conseil des ministres, ça sera débattu de savoir si les Kinder Pingui pourront être vendus ou non. Et puis on parlera évidemment de l'attentat qui s'est produit à Vienne, les menaces d'Al-Qaïda, le terrorisme, l'escalade terroriste qui est bel et bien présente. Et puis on pourra reparler des écoles avec ce protocole très compliqué à appliquer. Commençons par notre petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention et qui n'est pas forcément traité par l'actualité. Mathieu, commençons avec vous. C'est plutôt... on parle d'autre chose avec vous ce matin. Quelque chose d'un peu positif, effectivement. Vous savez, ça fait plusieurs semaines, à chaque fois chez vous, je dis qu'il y a un problème sur le cinéma de patrimoine en France, que les grands classiques du cinéma français sont méconnus des jeunes parce qu'ils ne sont pas sur Netflix. Et enfin, depuis ce week-end, Belmondo arrive sur Netflix. Nous avons plein de films avec Jean-Paul Belmondo qui sont arrivés sur la plateforme, qui va permettre aux jeunes, en gros de moins de 20 ans, qui ne consomment que Netflix, de découvrir cet acteur génial. Non seulement il arrive avec ses plus grands films, hein, vous avez vraiment... alors c'est plus évidemment Le Guignolo qu'à bout de souffle, hein, parce que ça reste Netflix et c'est pour les jeunes, mais ça fait quand même du bien. Et au même moment, on apprend quand même la diffusion sur Paris Première le 10 novembre d'un documentaire réalisé par Jeff Domenech, qui est un ami intime de Jean-Paul Belmondo. Le documentaire s'appelle Belmondo l'influenceur et il recueille les confidences de gens comme Mickey Rourke, comme Kev Adams, Richard Anconina ou alors son ex-compagne Carlos Sotomayor, avec plein d'images d'archives qui reviennent sur sa carrière, sur à quel point cet acteur a influencé tout le monde, mais au niveau mondial, parce que c'est le Marlon Brando français, parce que c'est l'incarnation du cool. Vive Bébel. Bon, vive Bébel, écoutez, effectivement, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir avoir accès, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à Netflix, au film de Jean-Paul Belmondo. Alexia Germont, vous, c'est un coup de cœur plus politique? Oui, mais après Vive Bébel, c'est Vive les femmes. Et a priori, On a un problème avec vous, Alexia. Je vais vous reprendre dans un petit instant, Sophie. Sophie, on va écouter votre coup de gueule à vous. Oui, coup de gueule. Alors, figurez-vous que là, moi, je parle pour les entreprises, mais nous recevons des courriers des inspecteurs du travail et on a un casse-tête, mais qui est grave, parce que le télétravail, on est bien d'accord, il faut essayer de télétravailler quand on peut. Simplement, il se trouve que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est une incompréhensible ministre du Travail, je dis ça pour être aimable, a décidé que c'était totalement obligatoire à chaque fois que c'était possible. Donc, à chaque fois que c'est possible, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il y a des boîtes, effectivement, comme la mienne, comme beaucoup que je connais, où c'est possible. Simplement, on a besoin quand même de voir des clients. On ne peut pas fermer entièrement l'entreprise. Il faut que les gens viennent, etc. Donc, que se passe-t-il si tout d'un coup, on trouve que... Alors, il paraît que ça doit être négocié entre le patron et les salariés. Ok, je viens pas, très bien. Mais en même temps, c'est obligatoire d'être en télétravail 5 jours sur 5. Alors, j'ai mis ma commission juridique à éthique dessus et en disant... Que se passe-t-il? Alors, il se passe que, premièrement, on a des amendes. Si l'inspecteur du travail trouve que Madame Intel devrait être chez elle et que ce qu'elle fait, on peut imaginer que ça doit être fait chez elle. Sinon, alors, amende, très bien, punitif, alors que toutes les entreprises se battent comme des chiens. Et ensuite de ça, il peut y avoir des procès. C'est-à-dire que vous êtes supposé
assurer la sécurité de vos salariés. Donc, on peut imaginer qu'un salarié atteint du Covid se retourne contre l'entreprise. Et là, il faudra prouver qu'il a attrapé le Covid dans l'entreprise. J'aimerais savoir comment, parce que... Oui, ça va être compliqué à prouver. Ça reste à prouver. Ce sera prouvé, mais là, à ce moment-là, on divisera le risque. Et donc, l'entreprise pourra effectivement être amenée à dédommager. Donc, je pense qu'on est dans un pays qui est en train de s'étouffer. Je ne veux pas dire le mot mourir parce que c'est trop horrible, mais de s'étouffer, d'absurdité juridique, de manque de confiance, d'une administration qui ne suit pas, ou plutôt qui précède sur le juridique. Et franchement, ce qui arrive, ça va avec le reste, on en parlera tout à l'heure, vous en avez parlé, ça va avec le Kinder Surprise, quoi. C'est aussi stupide que ça. Ouais. Donc c'est un vrai coup de gueule, foutez la paix aux entreprises qui se battent, les salariés qui veulent rester chez eux, restent chez eux, il y a ceux qui ne veulent pas rester chez eux parce qu'ils ont une pièce minuscule avec leur conjoint qui y est, mais foutez la paix aux entreprises, elles sont responsables, personne n'a envie d'avoir un salarié qui a le Covid. Oui, mais sauf que si vous êtes salarié et que vous ne voulez pas, pour des raisons XY, parce que votre conjoint est fragile, parce que pour plein de raisons, aller dans vos locaux, vous ne pouvez pas obliger. Il n'y a aucun problème. Oui, enfin, sauf que je ne veux pas y aller. Non, mais il n'y a aucun problème. La loi est pour vous. Moi, j'ai entendu une entreprise où les patrons relevaient les noms de ceux qui ne voulaient pas y aller. Non, mais c'est vrai, Sophie. Il y a des salauds partout, il y a des imbéciles partout. Je vous garantis que le patron qui relève le nom de ses salariés en disant ceux-là ils veulent pas venir, c'est 1 pour 1000, même pas, et je dis 1 pour 1000 c'est beaucoup. Non, la réalité n'est pas là. Surtout, alors je parle des PME d'abord, les grands groupes n'en parlons pas, ils sont trop méniqués les grands groupes. C'est les PME. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, parce que c'est quand même assez compliqué à gérer. Est-ce qu'on a retrouvé Alexia Germont? Est-ce que le son est meilleur? Je suis là. Voilà, alors allez-y, coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur pour les femmes dans la campagne des élections américaines. C'était déjà une tendance qu'on avait vue lors des midterms en 2018, avec un démarrage un peu sérieux quand même pour rappeler qu'aujourd'hui, elles constituent 43% des donateurs qui sont donc des femmes, avec quand même 1,7 milliard de dollars. Et si on regarde de façon plus micro, derrière les hommes se trouvent toujours des femmes de talent. Et notamment, j'avais envie de vous parler de Jill Biden, donc la seconde épouse de Joe Biden, parce que c'est un homme qui sait s'entourer de femmes intéressantes, mis à part Kamala Harris, bien sûr, sa colistière pour la conquête du pouvoir. Sa sœur aussi, cette campagne sénatoriale menée tambour battant, et Jill, avec une rencontre, parce que c'est peut-être la future première dame, donc il faut peut-être aussi apprendre à la connaître, une rencontre il y a de nombreuses années, quand ils avaient une trentaine d'années, enfin quand lui avait une trentaine d'années, dans des circonstances très difficiles pour lui, puisqu'il venait de perdre sa première épouse, et y compris avec un nouveau-né, dans un accident de voiture. Sachez qu'il l'a emmené voir un homme et une femme au cinéma, donc vous voyez les attaches avec la France. Et plus sérieusement, vous dire que c'est une femme qui a voulu continuer, lorsque son mari était vice-président, de travailler en tant que docteur, après son doctorat en sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, elle parcourt le pays, c'est un de ses meilleurs atouts. Pour Trump, on connaît sa fille, Ivanka Trump. Eh bien, pour Joe Biden, c'est elle qui parcourt le pays et qui surtout aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, je trouve, cette campagne américaine se fait essentiellement en Zoom en réalité. Donc les militants sont, sauf pour Trump bien sûr, mais pour la campagne démocrate, elle se fait par les réseaux sociaux. Et Jill Biden anime énormément de réunions Zoom avec les militants démocrates. Voilà. Donc je crois qu'on avait surtout envie d'un regard un peu plus positif sur une actualité qui est bien lourde ces derniers temps, et aujourd'hui particulièrement. Allez, on va marquer une petite... Pardon, Alexia, juste un tout petit mot. C'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur toute votre analyse des femmes, etc. Le problème, c'est que justement, on a mis un peu les femmes en avant à cause de la médiocrité absolue des candidats. Or, celui qui sera président des États-Unis, il a tous les pouvoirs. Et même la vice-présidente aussi, qui est géniale, on la met en avant parce que
la médiocrité du candidat est terrible. Donc oui, mais derrière, ça reste très inquiétant. Oui, oui. Bien sûr, mais derrière, en fait, le candidat, ce qu'il y a, c'est la potentielle unité de l'Amérique. On sait très bien pourquoi Kamala Harris est là. Vous l'avez dit, Sophie, c'est une femme quand même hors pair, hein, qui a de l'étoffe, et on en a bien besoin par rapport c'est quand même dommage que ce soit Biden qui soit tête de gondole, pardon de l'expression, pour les démocrates. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de très stimulant ni qui donne vraiment très envie. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve et on va parler du grand bazar dans les magasins. On va parler de cette liste qui est parue ce matin des produits auxquels vous aurez droit. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, 0826 300 300. On est avec ce matin Sophie de Menton, Mathieu Alterman, également avec nous Alexis Poulain et Alexia Germont. Le grand bazar, encore une fois, de l'organisation de ce reconfinement en particulier en ce qui concerne le commerce. On va également parler de cet attentat hier à Vienne, revendiqué évidemment par les terroristes de l'État islamique. On en reparle avec vous. Alors Alexis, vous n'avez pas fait votre coup de gueule, mais je vais juste avant, moi, je voulais, parce que ça va nous emmener sur le cafouillage du gouvernement, ce que vous voulez nous dire, signaler, vous voyez ce que c'est Borat. Borat, c'est Sacha Baron Cohen, qui est un humoriste, un comédien américain. Il y a un film qui sort qui s'appelle Borat Nouvelle Mission. Et donc sur plusieurs bus, vous avez peut-être vu Borat, qui est, comme à son habitude, nu. Il est connu pour avoir une espèce de maillot de bain un peu ridicule. Cette fois-ci, il a mis un masque de confinement comme comme cache-sexe. Et plusieurs conducteurs de bus ont demandé à ce que cette affiche soit retirée des bus parce qu'ils étaient choqués, alors à la fois par l'image, mais aussi parce que Borat a une bague sur laquelle est écrit Allah. Donc voilà, on est parti des caricatures. Cette fois-ci, alors la RATP a refusé de retirer cette affiche. Cependant, dans certains endroits, il y a effectivement des régies de transport qui ont dit qu'effectivement, c'était susceptible de heurter certaines personnes. Donc Keolis qui a décidé de les retirer en Essonne. Voilà, je voulais peut-être avoir un mot là-dessus, c'est-à-dire jusqu'où on va aller, jusqu'où on va aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Valérie, mais il y a 6 mois, des gens ont fait interdire des papiers toilettes en distribution parce qu'ils estimaient qu'il y avait écrit Allah sur les papiers toilettes. C'est pas un truc que j'invente, c'est un truc réel. Vous pouvez le vérifier sur Google. Donc tout est prétexte à polémique, mais c'est pas nouveau. Rappelez-vous, en 1988, Véronique Sanson a été menacée de mort lorsqu'elle a sorti une chanson qui s'appelait Allah, qui dénonçait les attentats terroristes dans le monde au nom d'Allah. Il n'y avait rien de raciste dans sa chanson. Elle a été menacée de mort, donc c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais... Oui, alors... Alors, c'est vrai. Oui, allez-y, Sophie. C'est pas nouveau, effectivement, mais enfin bon, c'est monstrueux parce qu'il y a des gens qui sont des assassins et qui servent de ce type de prétexte. D'un autre côté, et en aucun cas, je ne cautionne la censure pour quoi que ce soit, jusqu'où va-t-on aller ? Mais jusqu'où va-t-on aller ? Je veux dire, il y en a marre. Mettre quelqu'un sur du papier toilette, avoir... Jusqu'où ? Pourquoi choquer indéfiniment ? Il n'y a plus du tout de limite. Il n'y a pas, Sophie, il n'y avait pas Allah sur le papier toilette. C'est le dessin. Je ne parle pas de Allah, je parle du cache-sexe déjà en masque. Non mais déjà ça. Je parle même pas de Allah. Mais enfin, vous êtes tombé sur la tête. Non, il y en a marre. Non, il y en a marre. Bah non, donc vous voulez plus voir, on peut pas voir un type qui est un humoriste, qui est un comique. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas, il a le droit, etc. Je dis simplement, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut un tout petit peu faire preuve de décence ? Je dis pas autre chose, je parle même pas de Allah marqué, parce que ça, évidemment que c'est lamentable d'attaquer, mais je dis qu'on a perdu tout sens de la décence. Je dis juste ça. On a le droit. Sophie, pour qu'on ait le droit. Alors, vous n'êtes pas vous êtes d'une autre. Nous sommes d'une autre génération. Vous vous souvenez de Charlie. Non, mais vous vous souvenez de Charlie Hebdo. Vous vous souvenez de Harakiri. Vous vous souvenez. Enfin, l'affiche Myriam. Vous vous souvenez ce Demain j'enlève le haut. C'était mignon. Ça, c'est de la rigolade. Mais alors un mec c'est du même franchement, un type.
C'est du même type. Ça allait faire un débat comme ça. Oui, mais ça va de plus en plus loin. Sophie, est-ce que vous avez vu le premier Borat? Non, mais je ne sais pas qui c'est, j'ai honte. Eh ben voilà, vous parlez voilà, c'est pour ça. Attends, s'il y a une bonne nouvelle. J'ai honte, je dis la vérité. Non, mais. Je ne sais pas qui c'est. En 2020, méfiez-vous, c'est comme Castex qui dit la vérité avec Stop Covid. Méfiez-vous. C'est vrai. Oui, mais on n'a jamais tort de dire la vérité. Jamais. Vous avez raison. Alors, qui veut répondre sur le sujet? Alexia, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je pense là, très honnêtement, Sophie, je ne vous suis pas. Je vous suis en général presque les yeux fermés, mais sur ce coup-là, je ne vous suis pas parce que non, il me semble que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, on sait que Borat, c'est un personnage extrêmement caricatural. On est vraiment dans de l'humour au xème degré. Ça veut quand même dire qu'il y a une censure à ce moment-là. Mais scandaleuse, je suis tout à fait d'accord. Scandaleuse, mais entièrement d'accord. Voilà, et contrairement, vous voyez, moi, le fait qu'il y ait à ce moment-là un masque en cache de ses attributs, c'est pas le cache-sexe. C'est pas ça le problème. Exactement. Ce qui les choque, c'est que Borat est une bague où est écrit Allah dessus. Exactement. Ça n'empêche pas que j'en profite. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est un comique, donc je ne le connais pas, donc j'ai forcément tort. Mais ce que je veux dire encore, quand même, c'est que cette absence de décence dans un monde très déstabilisé, qui est croissante, est grave. Quand vous regardez, je veux dire, les mômes ont vu des pornos à 11 ans. J'ai pas envie de ça. Il y avait un documentaire extraordinaire à la télévision il n'y a pas longtemps sur l'évolution des jeunes du fameux carré blanc de l'ORTF, etc., qui était épouvantable parce que c'était la censure. Ok, je suis la première à haïr la censure. Mais je pense que ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a un moment où il faut un tout petit peu faire preuve de décence, même face à nos enfants. Mais on ne parle pas de ça, bien sûr, mais on ne parle pas de ça, c'est pas ça. Là, on parle dessus, on change de sujet. Je décrivais l'affiche. Là, c'est cette bague sur laquelle, alors il faut aller chercher, est inscrit Allah, et où certains se sont sentis humiliés, donc demandent à ce qu'on retire ces affiches. Donc, je vous pose la question, faut-il retirer ces affiches, comme l'a fait le syndicat des transports des Yvelines? Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Alors, Alexis Poulain. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, sous la poussée des ligues de vertu, de quelle qu'elle soit leur couleur, leur obédience, on est en train de réduire la liberté d'expression à plus rien, finalement, parce que tout le monde est choqué du moindre truc, la moindre blague est choquante, ça suffit, quoi, merde. Si les gens sont choqués, je ne sais pas quoi faire pour eux. Ça commence à être triste, le monde dans lequel on vit, ça commence à être inquiétant de voir la bêtise arriver comme ça, avec ses gros sabots, et te dire ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. Donc, il y en a ras-le-bol des ligues de vertu. Mais Alexis, je suis d'accord, mais on ne peut pas mettre tout sur le même plan. D'abord, la censure, c'est insoutenable. Ensuite, je suis sidérée, là, parce que des gens sont choqués sur des mots insignifiants du langage courant qu'on ne peut plus prononcer. Et il y a une différence quand même entre une société qui est en train de glisser quand même vers une indécence généralisée, reconnue, voulue. Non, mais on ne parle pas de la même chose, Sophie, on ne parle pas de la même chose. Le mot choqué, il est très différent pour tout le monde. Je suis entièrement d'accord. L'auditeur nous rappelle Paul Naref et ses fesses. Pour revenir, Valérie, peut-être juste. Oui, pour revenir sur le débat de fond, la vraie question qu'on doit après poser, et qui fait un vrai débat pour le coup, c'est de savoir si on doit on doit réaffirmer bien sûr le droit aux caricatures, ça je pense qu'on est tous d'accord, mais quelle est l'utilité d'aller mettre dans un moment qui est quand même extrêmement tendu, et je pense qu'on en reparlera plus en détail, d'aller mettre de l'huile sur le feu en ayant cela comme étendard, c'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à conserver contre toutes les attaques qu'il peut y avoir notre droit à la liberté à l'expression, la liberté aussi au deuxième degré, la liberté à la caricature, mais sans nécessairement le mais il est trop.
Mais le mais il est trop, Alexia. À partir du moment où vous dites mais, à partir du moment où vous dites mais, vous annulez tout ce que vous venez de dire. Finir, vous allez voir pourquoi le mais n'est pas de trop. Non, c'est une nuance. Je fais précisément référence à la question qu'il y avait pour hier, pour la rentrée scolaire. Est-ce que l'on doit absolument remontrer les caricatures, par exemple, à l'ensemble des enfants, y compris des enfants plus jeunes? Et il y avait des paroles assez justes, j'ai trouvé, de Luc Ferry, par exemple. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Mais pas du tout, pas du tout. Vous plaisantez, parler de... Mais enfin, vous savez ce que c'est que la pornographie? Il parle de dessins pornographiques, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la pornographie? Vous savez ce que c'est qu'un film pornographique? Mais qui vous a parlé de ça, là? Luc Ferry, pardon, il a parlé de dessins pornographiques en parlant de caricatures de Mahomet où on voit un bonhomme. Non, c'est pas à ça. C'est pas à ça que je fais référence. Attendez, c'est pas à ça que je fais référence. Non. Il faisait référence au fait qu'il y avait une façon différente de s'adresser à des enfants. C'était suite notamment à l'intervention assez pontifiante, d'ailleurs il faut bien le dire, du Premier ministre, de M. Castex, devant les enfants lorsqu'il est allé faire la rentrée scolaire. Et il y avait une distinction entre la façon dont les adultes peuvent manier l'ensemble de ces concepts et la façon dont on présente ce qui a été extrêmement traumatisant aux enfants. Voilà, c'était juste ça. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui a été traumatisé? Mais qu'est-ce qui a été traumatisant pour des enfants? Sophie évoquait les films pornographiques qui sont vus à partir de 10 ans pour pratiquement un enfant sur deux. L'assassinat de leur professeur a été un acte traumatisant, oui, je pense bien sûr, mais Luc Ferry, auquel vous faites allusion, parlait de caricatures pornographiques. Donc je voudrais bien savoir, et je l'ai évoqué hier, ce qu'est la pornographie. C'est vrai que c'est montré. Alors, encore une fois, on a le droit, etc. Très bien. C'est vrai que ça a été montré à des enfants qui étaient la plupart musulmans dans leur classe, que c'est des enfants justement qu'on protège. C'est pas forcément ceux-là qui sont comme les nôtres et qui sont plus protégés de ça, que ça choque considérablement. Et on peut se poser la question dans le respect de l'enfant de savoir s'il faut recommencer. Voilà, c'est tout. Et moi, j'étais contre. Alors, c'est sur le recommencer. C'est sur le recommencer. Donc, ça s'appelle la soumission. Ça s'appelle la soumission. Non. Pardon. Bien sûr que si. Pourquoi on ne les montrerait pas par peur? Non, par respect de l'enfant. Mais vous plaisantez? Non. Mathieu Alterman, Alexis Poulain, dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais moi, je voulais revenir sur Borat parce qu'on n'a pas dit la vraie raison de la tentative d'interdiction de l'affiche. C'est pas spécialement qui est écrit Allah en tout petit, ça se voit même pas. C'est que l'acteur de Borat, il s'appelle Sacha Baron Cohen et il est moitié israélien. C'est ça. Évidemment, c'est ça qui a gêné. Comme il y a eu la même polémique il y a 3 semaines sur un film où on va voir Cléopâtre qui va être incarnée par une actrice israélienne, ça a été une levée de messages haineux sur les réseaux sociaux uniquement parce que l'actrice était israélienne. Et c'est toujours la même chose. Voilà. C'est un point complémentaire. Alexis Poulain. Oui, il y a plusieurs lectures, niveau de lecture, entre liberté d'expression, entre géopolitique du pauvre, à dire oui, on arrive à chercher la petite bête partout pour créer de la polémique là où il n'y en a pas en fait. Et là où c'est terrible, c'est quand même de se dire, mais il y a quand même un salopard de Tchétchène qui est allé décapiter un prof parce qu'il a fait son boulot, parce qu'il n'y avait rien à faire. Le problème de fond, il est là. C'est comment on lutte contre cette idéologie qui rend des humains aussi débiles, aussi dangereux. 18 ans et personne n'a la réponse. Mec. 18 ans. 18 ans. Mais oui, parce que plus jeune c'est fait, plus jeunes ont des cérébrales, plus c'est facile. Donc, à un moment, le problème qu'on a, il est là. C'est comment on fout en l'air cette idéologie, comment on l'empêche de créer d'autres machines à tuer. Et là, on n'a pas de réponse. C'était Vienne hier. Je veux dire, parce que c'est pas simplement un petit débat sur la liberté d'expression. C'est un débat de fond sur nos libertés fondamentales, sur notre mode de vie, sur aujourd'hui l'attaque perpétuelle qui est faite contre la façon qu'on a de vivre et qui est une offense perpétuelle pour ces machines à tuer. Et qui est la guerre de religion du XXIe siècle. Alors, j'ai un autre. Alors, Mathieu. C'est pas une guerre de religion. C'est une guerre de civilisation. Oui, aussi, oui. Évidemment. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je voudrais qu'on arrête de parler de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est anecdotique. Vous savez qu'hier, il y a eu 20 morts dans une école à Kaboul. Ça a été revendiqué
par évidemment les terroristes, mais ils ne savent pas ce que c'est que Charlie Hebdo là-bas. Voilà. En Autriche, personne ne sait ce que c'est que Charlie Hebdo. En Espagne, on ne sait pas non plus. Donc, j'ai envie de vous dire, Charlie Hebdo, c'est même pas important, c'est rien, c'est une excuse pour des gens qui, de toute façon, avant même la publication des caricatures, commettaient déjà des attentats. C'est vrai. En fait, moi, je voudrais qu'on ne parle même plus de Charlie Hebdo, sauf étant une anecdote et en fait une excuse pour ces gens-là. Vous avez raison. Je voudrais juste répondre à un auditeur qui me dit vous n'avez pas écouté Ferry ou alors vous êtes de mauvaise foi. Luc Ferry a dit, chez nos confrères de France Info, on n'est pas obligé pour enseigner la liberté d'expression de montrer des caricatures qui sont à la limite de la pornographie. Donc c'est bien les mots qu'il a employés. Oui, je l'ai écouté en direct. Je l'ai écouté en direct. J'accepte cette phrase. Voilà, ce sont les mots qu'il a employés. C'est ça qu'on... Oui, mais parce qu'en fait, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous voyez, quand il dit pour la liberté de l'enseignement, je trouve que la question aussi est bien posée par rapport à l'enseignement. Par rapport à l'enseignement. Mais vous trouverez... Je suis désolé, il n'a pas complètement tort, pour une raison simple. Est-ce que quand vous êtes en classe de 4e, qui que ce soit, est-ce que vous achetez Charlie Hebdo? Non, vous n'êtes pas en âge de le comprendre. Vous n'êtes pas en âge de le comprendre. Donc, il n'a pas complètement tort. Je pense qu'on peut faire un cours sur la liberté d'expression sans montrer des caricatures que, quelle que soit sa religion, on ne peut pas comprendre parce qu'on est trop jeune. Voilà. Mais on peut comprendre les caricatures. Vous avez des alors peut-être pas celle-là en particulier. C'est peut-être là où mais on peut à ce moment-là. Mais Plantu fait le tour des écoles régulièrement, le dessinateur, pour expliquer ce qu'est une caricature. C'est ça qui est important pour former l'esprit, c'est de montrer ce que c'est qu'une caricature. Oui, mais on peut montrer Plantu à tout le monde. On peut montrer Plantu à tout le monde. Oui, mais Plantu ne montre pas que ses dessins. Voilà, et une caricature, bien sûr, de toutes les religions. C'est ça l'idée qui était derrière aussi. Allez, on va passer, on va parler de. Alors, Alexis Poulain, on n'a pas entendu votre coup de gueule qui va amorcer notre débat sur ce que certains reprochent au gouvernement, c'est-à-dire cet amateurisme qui semble caractériser un petit peu le gouvernement en ce moment. C'est incroyable. Ce matin, Gabriel Attal, ne sachant pas quoi dire, dans une radio concurrente, a dit oui, alors je crois qu'on va, en Ile-de-France, mettre un couvre-feu en plus du confinement. Ce qui a été contredit dans l'heure par Matignon en disant non, attendez, on va voir ce qu'on fait. Hier, c'était les rayons maquillage qui devaient fermer, qui finalement peuvent rester ouverts. En fait, là, je crois qu'il faut arrêter, il faut éteindre la télé, éteindre la radio, déchirer les attestations, vivre notre vie et ne plus les écouter parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Mon coup de gueule, c'est simplement de dire que là, la technocratie est en roue libre. L'administration ne sait plus quoi faire pour ne faire semblant de gérer cette crise qui les dépasse. Les soignants, eux, prennent tout dans la face, dans les services d'urgence. Ils ne sont pas plus aidés puisque depuis mars, on n'a pas ouvert davantage de lits, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a déconfiné n'importe comment et le monsieur déconfinement est Premier ministre. Donc, c'est en train d'être une folie collective. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas davantage de voix dans l'opposition, d'élus. Alors, on a les maires de France qui ont gueulé, les maires qui essayent de faire survivre leur ville et leur commerce, mais je ne comprends pas qu'il y ait un barrage de fait contre ce gouvernement qui a complètement perdu les pédales. Voilà, ça m'étonne. D'accord, Alexis. Alors, malheureusement, je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment où je crois qu'il faut être derrière le chef de l'État. Parce qu'on vit quand même une période horrible. Il y a un moment, quand tu vois que c'est la folie organisée comme ça, coup de fermer les bouquins, les librairies. Oui, qu'on réagisse. Non, mais je passe ma vie à me battre contre ça. Je passe ma vie à communiquer, je me bats, etc. Je suis entièrement d'accord sur le point de vue économique, mais je tiens à dire quand même qu'on vit, et on a tous des deuils maintenant dans nos familles, autour de nous. Vraiment. Ça commence à devenir terrible. Ils ne savent pas gérer cette épidémie. Oui, c'est vrai, on a voilà. Et donc, je suis vraiment embêtée. Pourquoi sacrifier les commerces, les indépendants? Pourquoi sacrifier ceux-là volontairement, sachant que ça ne va servir à rien de toute façon, à part créer de la précarité, de la misère et des faillites. Je suis d'accord. Je veux juste comprendre. Sauf que le premier confinement, soyons clairs, il a fait chuter considérablement les choses. Donc, ils sont bêtement peut-être accrochés là-dessus. Je trouve lamentable de fermer les petits commerces, effectivement. Et puis, alors qu'il y avait la concurrence de la grossiste, mais encore plus lamentable maintenant de mettre des bâches noires sur ce qu'on pourrait acheter alors qu'on est déjà dans le magasin. Donc, sous prétexte de concurrence. Oui, c'est stupide. Mais il faut se battre sur des points précis, il faut intervenir. Mais d'un autre côté, c'est pas le moment de faire des émeutes. Et
J'ai eu ce matin plusieurs maires. Il est question de faire entendre la raison via l'association des maires, via les élus, via les contre-pouvoirs qu'il y a dans ce pays. Vous avez raison, mais les maires ce matin, parce que je suis en train de les contacter, parce que nous avons été les premiers à avoir une boîte privée qui produisait des tests antigéniques alors qu'on n'avait pas de réponse du gouvernement. Donc les mairies installent ça et nous suivent à Éthique. Et je viens d'en avoir, et Florence Berthoud, ce matin, maire du 5e, me disait « J'ai une crainte », elle va installer d'ailleurs des tests antigéniques et elle a été la première à en installer autrement. Elle n'a qu'une crainte, c'est qu'il y a une désobéissance civile qui se met en place, avec des commerçants qui disent « Moi, je reste ouvert, Madame le maire, et je m'en fiche ». Et ça, franchement, je crois que ce serait très embêtant. Mais on est quand même. Mais on va sortir du confinement. La désobéissance civile, elle sera de facto là entre tous les petits commerçants qui ont fait faillite, tous les gens qui vont se retrouver au chômage de longue durée. Qu'est-ce qu'on fait, Alexis ? On fait quoi ? Mais là, en ce moment, on crée de la dette, on crée de l'argent magique pour faire l'aumône. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes président de la République, vous faites quoi ? Mais je crois qu'aujourd'hui, si on est sérieux, on fait soit un vrai confinement où on ferme les frontières, les écoles et on ferme tout et pendant 15 jours et on dit tant pis et là on met les moyens, soit on fait rien. Mais on ne fait pas cet entre-deux qui ne sert strictement à rien à part créer on peut réagir, après la pub. Vous allez réagir, vous avez entendu la petite musique, petite pub, très rapide et on revient 0826 300 300. Vous êtes invité à participer à ce débat sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité et c'est Alexia Germont qui voulait réagir donc à notre débat sur les décisions qui sont prises par le gouvernement, qui sont assez peu lisibles. On vous écoute, Alexia. Oui. Si on essaye de prendre un peu de recul au milieu de tout ça, c'est vrai que prendre des décisions qui soient adéquates aujourd'hui ne doit pas être un exercice facile. 2, on est tous désespérés, je crois, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est un véritable voyage en absurdie et que déjà la situation en tant que telle est très préoccupante, mais de voir qu'on a un exécutif qui tâtonne à ce point-là est aussi anxiogène. Troisièmement, je voudrais quand même dire que je suis également par ailleurs élue, puisque je suis adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris et précisément en charge du développement économique des entreprises et de l'emploi. Donc la question des petits commerces de proximité que l'on soutient à fond et pour qui on essaye d'être le plus présent possible est évidemment un sujet qu'on suit de très près. Je voudrais dire néanmoins que je trouve que l'attitude de certains maires d'encourager finalement les petits commerçants, quelles que soient les motivations qu'ils ont derrière, à rester ouverts, et je trouve une attitude qui est compliquée à tenir. Alors certains parlent d'irresponsabilité. Évidemment, je réagis aussi en tant qu'avocat, c'est-à-dire que je vois mal comment, je ne trouve pas, si vous voulez que ça soit sain, de mettre en porte-étendard les petits commerçants qui se mettent dans l'illégalité, alors que le plus simple, c'est pas de prendre un arrêté municipal dont on sait qu'il peut être challengé. Si on veut combattre ce qui a été fait, il faut aller à ce moment-là à la source, et je ne peux qu'enjoindre, moi, les petits commerçants à ce qui a été fait déjà, à se faire représenter vraiment très largement par leurs associations, parce que, vous savez, il y a un moment où ce qui compte, c'est aussi combien de divisions. Et le combien de divisions, ce sont les organisations syndicales ou professionnelles qui permettent de porter cette voie-là. Et d'autre part, j'appuie très favorablement l'initiative des maires de France et des maires d'Île-de-France plus particulièrement, qui sont montés au créneau très vite. Et ça, ce sont des mouvements qu'il faut amplifier. Mais je trouve que de laisser une réaction éparse, alors qu'on a besoin aujourd'hui quand même de cohésion, n'est pas forcément la meilleure des approches dans le monde. Mais la cohésion, elle vient aussi d'une adhésion à des mesures. Là, c'est vrai, quand j'ai vu, moi, une image hier de ce papier collant, de cette barrière dans un supermarché où on ne pouvait pas accéder au magasin, au calendrier de Noël. On nous a dit à un moment que les mascaras n'étaient pas des produits essentiels. D'un seul coup, ils le sont redevenus. Donc, je reposais cette question de façon un petit peu ironique en disant, est-ce que c'est en Conseil des ministres qu'on décide si le papier toilette bleu le sera plutôt que le blanc? Enfin, j'exagère évidemment, mais Mathieu Alterman. Oui.
Non, mais on a utilisé un mot très intéressant qui était tâtonnement. Et à mon sens, le problème n'est pas que les Français n'adhèrent pas aux mesures du gouvernement, c'est surtout qu'ils sentent qu'il n'y a aucune autorité. C'est exactement comme quand des parents absolument pas autoritaires se plaignent que leurs enfants font n'importe quoi. Ben, les enfants font n'importe quoi parce qu'ils testent, justement, ils testent. Et il y a une absence d'autorité invraisemblable. Pour revenir à ce qui vient d'être dit sur les syndicats, moi je voudrais rappeler quelque chose à propos des librairies. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous savez qu'au mois de mars, le gouvernement voulait que les librairies ouvrent et que c'est le syndicat des librairies qui s'y opposait. C'est parfaitement exact. Ça, c'est exact. Voilà, exact. Avec des demandes délirantes. Et moi, sur le livre, je voudrais dénoncer une hypocrisie. Ok ? Amazon existe depuis 2000 en France. Ça fait 20 ans. D'accord ? Je pense qu'en 20 ans, les librairies auraient pu se regrouper pour vendre sur une plateforme commune les livres à distance. C'est quand même pas quelque chose d'impensable en 2020, sachant que ça a été réussi dans un autre domaine, qui est dans le domaine du disque. Vous avez un site internet dans le disque qui s'appelle Discogs, qui existe depuis 20 ans, où les disquaires du monde entier, indépendants ou même particuliers, vendent leurs produits. Et je parle de produits en crise, puisque le marché du disque s'est effondré, et pourtant ça marche. Comment on peut expliquer que dans le livre, il y a un secteur qui fonctionne quand même encore, notamment en France, on était incapable de créer un modèle de vente à distance avec une plateforme commune? C'est quand même fou. C'est fou. Et aujourd'hui, vous entendez Roselyne Bachelot, j'aime bien par ailleurs, j'ai travaillé avec elle, mais quand Roselyne Bachelot dit qu'il faut boycotter Amazon, je me dis, mais la France est devenue dingue. On en est à demander le boycott de quelque chose qui a été une avancée. Enfin, c'est complètement fou. Il faut arrêter de sanctionner, de créer des taxes et d'appeler au boycott. Il faut créer des choses fortes qui peuvent concurrencer les GAFA ou faire mieux, mais arrêtons de sans arrêt dire que c'est de la faute d'Amazon, que c'est de la faute d'Apple, que c'est non, c'est de la faute à une inertie française qui fait que depuis 20 à 25 ans d'Internet, on n'a rien fait. Oui. Question sur, encore une fois, vous allez me dire que je suis obsessionnelle avec les produits. Il y a une tolérance jusqu'à mercredi pour les produits non essentiels. Pourquoi une tolérance jusqu'à mercredi? Soit la situation est grave, et dans ce cas-là, ça rejoint ce que vous disiez, Mathieu Alterman, vous dites pas à votre enfant, on va poser des barrières autour de la piscine dans 3 jours, donc en attendant, tu fais ce que tu veux. Soit c'est dangereux, vous le faites tout de suite, mais je comprends pas du tout on vous laisse 3 jours pour aller acheter des collants et du chocolat. C'est assez incompréhensible. On a regardé Jean Castex à la télé il y a 2 jours, on a tous cru que c'était Marcel Béliveau dans Surprise, Surprise. Il y a un moment où il faut quand même dire la vérité. Il y a un problème de casting, voilà. Il y a un problème. Oui, alors il y a un problème, au-delà du problème de casting, par exemple, je vous donne un exemple, moi je suis en train de me battre là-dessus, je parle des coiffeurs. Les coiffeurs à domicile sont interdits parce que ça ferait concurrence au salon de coiffure. C'est tellement ridicule parce que qu'est-ce qui empêche qu'ils sont fermés? Mais qu'est-ce qui empêche d'appeler son coiffeur au salon de coiffure et lui dire venez chez moi? Donc je veux dire que on ne laisse pas d'initiative, il y a zéro initiative au privé et toutes les professions sont scandalisées par des distorsions de ce type. Oui, c'est ce que la machine à gripper, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Oui. Alexis, une femme de ménage peut venir, pas un coiffeur. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je trouve assez détestable, c'est le côté pourquoi lui et pas moi, qu'on est en train d'installer depuis quelques jours, où les magasins de jouets ont demandé... oui, mais là, c'est la survie économique. Oui. En fait, c'est le côté totalement infantilisant, lié à de l'administratif. On a l'impression d'être en URSS, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des rayons vides, on est en train d'expliquer ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. L'État ne peut pas tout, il faut arrêter les conneries. À un moment, oui, il faut faire confiance aux gens. Je crois que ce principe d'infantilisation, il a atteint sa limite. Le coup des attestations pour tout, il faut arrêter ça aussi, c'est complètement stupide. Les gens sont très conscients du poids qu'ils ont sur leurs épaules pour éviter encore une vague supérieure à la première et que les soignants soient débordés. Ils sont très conscients que ce virus, il est là. Donc, il faut arrêter maintenant de prendre les gens pour des idiots ou des enfants et leur faire confiance. Et je crois que là, l'État est en train c'est un sabordage. C'est-à-dire que c'est le Titanic. On fonce, ceux qui ont pris des canots. Dans le canot, vous avez un responsable administratif qui est là avec un vilebrequin qui fait un trou pour être sûr que tout le monde coule. C'est dingue. Et si jamais tu nages, on vérifie si tu as un boulet pour être sûr que tu vas bien couler. Et après, on va dire, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va tous ressortir de l'eau. Mais non, à la fin, on sera tous noyés. C'est ça qui est en train de se passer. Alors moi, je pose une question. Qu'il n'y ait pas tous en même temps. Alexia.
Oui, c'est vrai qu'on voit bien que la machine est totalement grippée. Et moi, ce que je trouve aussi très infantilisant, c'est le fait qu'on nous fasse croire deux choses. Un, que le 12 novembre prochain, avec un peu de chance, on pourrait lever finalement l'interdiction. Personne n'y croit. Voilà, on pense vraiment qu'on n'a pas de neurones quand on nous dit ça. Et de la même façon, quand on nous explique que peut-être les fêtes de Noël seront préservées, mais peut-être qu'elles ne seront pas pareilles. On sait tous que là, on est rentré dans un tunnel en réalité de janvier, février, mars. Parce que la réalité, c'est que dès lors que l'on est enfermé, confiné dans une période plus hivernale, vous avez beau ouvrir les fenêtres de 15 minutes toutes les 2 heures, ça suffit pas finalement à faire retomber un taux d'incidence qui soit suffisant pour pouvoir avoir une vie quasi normale. Donc là, on est rentré dans une course de fond où malheureusement, entre-temps, l'économie est en train de crever la bouche ouverte, qu'accessoirement, quand même, on se retrouve avec une dette qui est même plus mesurable. C'est-à-dire que les chiffres sont tellement astronomiques que là, aujourd'hui, on en vient à parler de 15 milliards, puis de 20 milliards, 5 milliards de plus, enfin, des milliards qui étaient introuvables avant, et pour cause, puisqu'on ne les a pas. Donc, on est dans le voyage en absurdie est tel qu'aujourd'hui, ça sape même les fondements de la représentativité. C'est ça qui est... Alors, attendez, on a un auditeur en ligne avec nous. On a Michael qui est avec nous en ligne. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute depuis le début de l'émission avec beaucoup d'intérêt. Et tous les sujets me passionnent. Et car il y a toujours des réactions. Moi, je suis professeur, je suis musicien. Et je travaille en banlieue, alors par devoir de réserve, je vais pas diffuser la ville dans laquelle je travaille, mais voilà, donc j'interviens dans les écoles et au conservatoire. Et donc j'aurais voulu parler un peu de la situation un peu ubuesque, hein, c'est vraiment dans la continuité. Je vais commencer juste par un premier exemple, qui est à partir du moment où on a eu l'annonce du président, M. Macron, on a eu le lendemain, donc les précisions, on est toujours un peu à la traîne, les conservatoires, donc on est prévenu en dernier, parce qu'on est, voilà, pas très important, ou important quand ça devient important. Rassurez-vous, personne n'est prévenu. Hein. Voilà, donc on prévient, c'est ça, on prévient au dernier moment. Et une fois qu'on est à l'info, on imagine des scénarios, comment on va pouvoir travailler, etc. Sauf que les infos, ce n'est pas. Donc on s'est retrouvé dimanche soir avec une communication très active de la direction, tout ça qui nous tenait extrêmement bien au courant des événements, à savoir qu'on ne savait rien. Et donc est arrivé le moment où qu'est-ce qu'on fait pour le lundi, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on nous dit, vous êtes tenu de venir travailler au conservatoire, sans élèves et sans distanciel, parce que le décret pour le distanciel et les conditions du distanciel ne sont pas tombées. Donc on se retrouve avec tous les professeurs, je vous assure, c'est la vérité. Incroyable. Tous les professeurs qui envoient des mails en disant, mais c'est quoi cette situation absurde? Et évidemment, la direction qui dit, je peux rien vous dire de plus, j'ai pas plus d'infos. Voilà ce que j'ai. Donc, arrivé en état de cause avec des situations différentes, on se retrouve dimanche à 19h avec tous les profs qui disent « Mais moi, je me suis préparé en distanciel, j'ai pris ma voiture pour être à 2 heures de Paris, avoir du Wi-Fi, parce que le conservatoire n'a pas de réseau. Il faut le savoir. Donc, si je fais du distanciel, il faut prendre ma 3G et mon abonnement. » Donc, c'est une situation, on est là. Alors, Sophie, vous laissez parler. Laissez-le terminer. Oui, je termine mon histoire, mais elle est cocasse. Ouais. C'est-à-dire que mon cas particulier est assez rigolo, parce que moi, je travaille à la fois au conservatoire et dans les écoles. Donc, le lundi matin, j'étais censé commencer à 8h30, 8h30 pétante. Les élèves devaient arriver à l'école, au conservatoire, pour suivre leur cours de Coran. Sauf que ils n'ont pas le droit de sortir, puisqu'il y a le confinement. Ils ont le droit d'aller en cours, mais ils n'ont pas le droit de sortir. Donc, pas d'élèves, 8h30 jusqu'à 11h45, pas d'élèves, mais je dois être là. Après, je dois aller dans les écoles. Mais comme le décret n'est pas tombé pour savoir si j'ai le droit d'aller dans les écoles, je reste, j'attends. Puis après, j'ai chorale le soir, de 17h à 18h45. Et puis, je dois être là, mais sans élèves, et attendre. Et pas le droit de faire du distanciel parce que le décret n'est pas tombé. Et puis, arrive 20h, et ils envoient donc un mail un peu sarcastique en disant « Bon, donc je serai bien là pendant 10 heures de cours à attendre et à préparer les conditions du distanciel qui seront extraordinaires. 10 heures qu'on va y passer dessus, surtout qu'on n'a pas l'expérience du précédent, donc là, il va être top, quoi. » Pas de réponse, évidemment, la pauvre supérieure hiérarchique, mais en n'ayant pas.
Mais donc on attend, et puis hop, tout d'un coup, à 20h, le décret est tombé. Vous pouvez ne pas venir. Voilà. Et c'est comme donc ça que vous avez passé une journée à attendre. Oui, on attend. Alors, je voudrais poser une question, parce que monsieur, ce que vous dites est tellement vrai, tellement intéressant, on le vit dans nos entreprises, et on est tous en train, d'abord, et à juste titre, de critiquer ce qui n'a pas été fait dans le passé, ce qui n'a pas été réformé, et ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir comment on s'en sort, et on essaie, là, au mouvement éthique, de faire des propositions, parce qu'on est très mal parti, et franchement, ce gouvernement... Il n'y a plus de ministre à la tête des administrations. Ce ministre n'a pas le pouvoir, vous l'avez dit Mathieu, vous l'avez dit Alexis, je crois qu'ils n'ont pas le pouvoir. J'ai eu à l'Élysée un collaborateur du président de la République qui disait « Ah oui, c'est terrible, hein, mais là on n'y peut rien, à la santé, ils font ce qu'ils veulent. » Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on défait ça? Non mais Alexis, comment on défait ça? Non mais attendez. C'est faux. Je voudrais juste revenir à la personne qui nous a appelé. Merci Michael, merci de nous avoir appelés. Oui, Mathieu. Juste une question, Michael. Vous intervenez dans des établissements gérés par l'État. J'imagine le conservatoire. Oui, l'éducation. Oui. Voilà. Donc, alors moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, je donne des cours dans des écoles privées, des grandes écoles de commerce privées. Il n'y a aucun problème. C'est géré à la perfection. Absolument. Il n'y a pas mon grand-fils, il n'y a aucun problème. Et ben voilà. Tout le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est géré par l'État. Ben voilà. On est dans la maison qui rend fou dans les 12 Mais comment on fait? Voilà. Ne criez pas, Sophie. Il y a des réformes à faire. et je veux dire, les réformes à faire, vous avez des millions de gens dans la rue qui manifestent pour pas qu'on les fasse. Ouais, mais il y a deux choses. Alexis Poulain. Il y a l'État à la fois en incapacité de répondre à une crise comme celle-ci, c'est-à-dire que on fait croire qu'on va remettre la planification, mais c'est faux. Le truc de Bayrou sert à rien à part distribuer des sous à droite à gauche et dire qu'on pense au futur. Mais la réalité, c'est que l'État était incapable de fournir des masques quand il en fallait, d'équiper les soignants, d'organiser la réponse à la crise. Alors si, on avait des trains sanitaires, des avions sanitaires. Alors ça, oui, on a eu quelques trucs, mais c'est des trucs. C'est-à-dire que le principe d'un État qui fonctionne, ça fait longtemps qu'il a déserté la France. Les ARS, c'est symptomatique de ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez tout ces puddings administratifs qui boursouflurent, de gens qui ne servent à rien, qui font des rapports, qui font des tableaux Excel, qui t'expliquent qu'il faut faire plus avec moins. Et ces gens-là ont pris le pouvoir. Et oui, effectivement, le politique est un peu dépossédé. Il a créé un monstre. Aujourd'hui, il se retrouve avec ce truc-là. Ah ouais. et quand Claude Allègre dit il faut dégraisser le mammouth, etc., non, c'est impossible, effectivement. Parce que, mais où est-ce qu'on a besoin de gens, en fait? C'est simple. On a besoin de profs, on a besoin de soignants, on a besoin des gens qui bossent. Et tous les managers qui servent à rien, on n'en a pas besoin. Et le problème, c'est que ceux-là ont pris le pouvoir et ils veulent surtout pas perdre leur boulot. Donc, ils en rajoutent. Et là, on est en surchose de ce régime-là. C'est un régime qui rend fou, effectivement. Alexia, comment on fait? Oui, là, on touche le problème de l'État profond. Oui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État omniscient et l'État omnipotent, ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est-à-dire qu'avec cette crise sanitaire, il faudrait que ce soit l'État. À la fois, on est tellement dedans. Oui, mais je crois qu'il va y avoir quand même une réaction très forte. On a tous vu, compris véritablement quels étaient les blocages. Là où l'État peut servir. Vous, oui, mais non. Bon, alors là où l'État peut servir, en tout cas, c'est dans l'impulsion qu'il donne sur les grandes politiques publiques. Et normalement, il devrait être au rendez-vous pour justement, c'est exactement ce que vous disiez, Mathieu. C'est créer les plateformes sur le numérique, sur l'hydrogène. On est dans le en même temps. Le problème, c'est qu'on a un président qui s'est fait dire sur le en même temps et ça donne une absence totale d'autorité avec on va faire un peu à gauche, on va faire un peu à droite, mais dans le fond, il ne se passe rien. Non, mais je suis désolée. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble, débat très animé autour de ce qu'il aurait fallu faire. Je remarque quand même que dans beaucoup de pays, la situation est exactement la même. Moi, j'ai des amis en Espagne qui râlent sur la manière dont les choses sont faites, et c'est vrai que c'est qui serait bien avisé celui qui saurait exactement ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est propre au gouvernement français ce qui se passe. Valérie, il y a des pays, il y a des zones où ça se passe bien. Alors, je ne vais pas vous parler de l'Asie parce que ce sont des régimes très autoritaires, des dictatures, mais prenons l'exemple de New York. New York qui a connu énormément de morts au départ. Ils ont très bien réussi leur déconfinement extrêmement en douceur, avec des sanctions très sévères envers les bars et les restaurants qui ne respectaient pas
qui avait été décidé. Nous, on a fait le contraire, on a fait un déconfinement soudain avec quasiment aucune sanction pour les restaurants qui ne respectaient pas, et au contraire, une punition générale avec un couvre-feu qui n'a servi à rien. Voilà, alors prenons un peu l'exemple sur New York, qui est quand même une ville un peu civilisée, vous voyez. Un message d'un auditeur, Xavier, qui nous dit: vous devriez parler aussi de la barrière de 1 km qui est complètement stupide, surtout que ce n'est pas 1 kilomètre en cercle, et donc moi je n'ai pas le droit d'aller dans les espaces autour de chez moi, dans les parcs autour de chez moi. C'est vrai que quand on regarde 1 kilomètre, il y a des gens pour qui 1 kilomètre c'est la pampa, où il n'y a rien de possible. Il y a encore plus bête, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture pour aller vous rendre dans une zone qui fait plus d'1 kilomètre, alors que vous pouvez marcher à pied 1 kilomètre. Or, quand vous êtes dans votre voiture, vous contaminez personne, puisque vous êtes dans un milieu clos, fermé. C'est absurde. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis à Neuilly. Si je vais aller au bois de Boulogne, il est à l'autre bout de Neuilly. Donc, je n'ai pas le droit d'y aller, même en voiture. En revanche, quelqu'un qui habite, par exemple, dans une zone très peuplée, dans le 9e arrondissement, pour un exemple, il a le droit de se promener au milieu de plein de gens. Il n'y aura pas de problème. Ma mère habite en pleine campagne, dans une forêt. La loi est la même pour elle que pour quelqu'un qui habite en plein 9e arrondissement. Et si vous allez travailler, vous pouvez. Alexia. Oui, absolument. Et si vous allez travailler, vous pouvez. Voilà. Oui, mais là encore une fois... Si vous allez travailler, vous pouvez, ça c'est encore autre chose. Je voulais vous lire... Alors, ce qui est amusant aussi, c'est pas très amusant d'ailleurs, c'est que les Français sont tous en train de se faire des certificats. Alors, c'est inciter aussi la population à mentir, j'aime pas ça. Et chacun dit... Des certificats de quoi? Alors, pour sortir. On s'invente des trucs, on se fait des auto-certificats pour les autorisations. C'est encore un truc. Donc, vous êtes en train de réclamer plus de fermeté, si je vous entends bien les uns et les autres. Mais oui, quelque chose de clair qui nous évite du bon sens d'abord, du bon sens. Ensuite, je veux qu'on consulte les gens qui sont auprès du terrain. Je suis contre et je suis prête à faire une révolution contre l'énarchie qui est une gangue autour du pouvoir, une véritable gang. Je pense qu'on annonce des choses sans avoir consulté, à minima ou informé les gens consultés. Et je crois que ce retour du bon sens, c'est quelque chose qui est fondamental. Et là, il y a vraiment un coup de pied à donner dans la formulaire. Et si le président de la République avait quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de dire aux Français: j'ai compris que toutes nos directives administratives posent un problème. Je m'y mets. On va réformer la façon dont nous gouvernons à travers une administration pléthorique et qui personne n'a de pouvoir. Tout le monde veut une commission. Il y a 10 personnes. Oui, enfin, il faut un discours de réalité. Discours de réalité, par exemple, il y a 15 jours sur ce plateau, j'ai expliqué que les jeunes de moins de 25 ans ne respectaient pas le couvre-feu. On m'a dit: c'est pas vrai, machin. Excusez-moi, il suffit d'aller sur Instagram, la plateforme Instagram. Vous pouvez voir tous les soirs des stories de jeunes qui font la fête dans des appartements privés. Il y en a des milliers et des milliers. Ça existe. Voilà, il y a un moment, il faut le dire. On a un problème. On a une jeunesse dans certaines zones qui n'a absolument pas respecté les consignes. Oui, c'est pas parce que, vous avez des élèves d'une école de police qui ont fait une fête illégale. Ils ne seront pas policiers, manifestement à la fin. Mais il faut comprendre qu'à un moment, ces mesures rendent fou, effectivement. Et alors, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'il faudrait faire. Ceux-là, oui, c'est pour ça que les lois sont faites pour eux. Mais le coût des 1 km, mais c'est comme lors du premier confinement, le coût des 100 km, qui n'avait aucun sens non plus. C'était juste de dire: tiens, on va sortir un chiffre. 100 km, allez, 1 km, allez. Donc, c'est vraiment là de l'administratif, du techno, pour faire croire qu'on gère une crise qu'on n'arrive plus à gérer, tout simplement. Parce que juste l'État est en faillite, est en miettes, et que quand une crise sanitaire majeure arrive, eh bien, les services de l'hôpital ne peuvent pas se réorganiser, ne sont pas organisés, et on ne peut pas en plus avoir une planification d'État qui mettrait le privé. Rappelez-vous, les médecins libéraux ont gueulé dès le début en disant: mais pourquoi on n'est pas mis à profit pour faire les tests? Pourquoi Et aujourd'hui, il y a très peu de mutualisation, toujours, malheureusement, entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. Le problème, quand on regarde tous en même temps. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la comparaison avec les pays étrangers, je crois quand même le vrai problème que l'on a par rapport aux autres, c'est qu'on est rentré dans cette période de crise sanitaire en ayant porté 2 ans de crise contestataire.
Et aujourd'hui, de voir réapparaître, même si c'est pas du même tonneau, mais de voir réapparaître des points de friction, de contestation. Alors certains parlent de fronde, moi je trouve que c'est un mot qui est peut-être pas adapté, mais une crise qui pourrait devenir, pour le coup, pour le gouvernement, non maîtrisable. C'est ça la différence aussi avec les autres. C'est que pourquoi l'Allemagne aussi, par exemple, s'en est peut-être un peu mieux sortie, en tout cas au démarrage. On a été nombreux à le souligner. C'est aussi parce qu'elle avait des finances publiques qui étaient mieux gérées que nous. Et donc, elle est rentrée. Oui. Il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Ils ont fait une réforme de leur système hospitalier en privatisant les 10 dernières années. Et ils ont 28 000 lits. Mais c'est la suite du raisonnement, Mathieu. Voilà. Mathieu, c'est la suite du raisonnement. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive. Non, mais on arrive. Le point que je voulais souligner, c'est que en fait, on a tous une façon de subir cette crise sanitaire qui dépend aussi de l'état dans lequel on est entré dans la crise. Et que ce soit du point de vue sociétal, du point de vue économique, du point de vue des finances publiques. Et il y a un moment où les additions, on les paye sur l'ensemble de ces sujets-là. Sauf que... Ouais, allez-y. Je voulais juste rajouter brièvement, c'est qu'on fait allusion aux gilets jaunes, là, en fait, aux mouvements sociaux qu'on a eus. Les gilets jaunes, à mon sens, existaient parce qu'on avait des gens qui payaient des impôts, qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel effondrement du service public. Ils ne comprenaient pas d'où venaient leurs impôts. Et je pense que suite à ce qu'on vit aujourd'hui, on peut avoir un phénomène gilet jaune. On l'a évoqué hier. Il ne faut pas le souhaiter. J'espère qu'on va réagir avant. On l'a évoqué hier. Un mot, Antoine Flao, qui est épidémiologiste, dit « Avec 52 518 cas rapportés le lundi 2 novembre en France, je crains que l'on dépasse les 100 000 cas par jour. La semaine prochaine, les Français doivent comprendre qu'il faut limiter à tout prix les contacts. » Ça, on comprend ça. Bah oui, mais oui et non. Moi, je suis très ennuyée parce que j'ai milité pour l'ouverture des librairies et je vois des médecins qui disent c'est inconscient de demander ça. Il faut restreindre au maximum les contacts et les sorties. Donc c'est vrai qu'on est, pardon d'employer. On ferme le métro dans ce cas-là. Ah oui. Et on impose le télétravail. On revient à ce moment-là au 15 mars. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une situation d'urgence sanitaire à ce point-là, où en plus on sait très bien qu'on ne peut pas, contrairement à la première vague, basculer ou demander de l'aide à des régions qui auraient été non impactées encore. Aujourd'hui, le virus est partout. Donc on sait qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'avoir des hôpitaux de campagne qui soient montés dans un temps record. En tout cas, on se souvient que pendant la première vague, il avait fallu 10 jours dans l'Est pour en monter un quand et le coup, à Londres... c'est qu'ils l'ont démonté maintenant. Et ils l'ont démonté en disant ça va servir à rien. C'est absurde. Luc Ferry, je vais l'inviter à débattre à propos des caricatures. Il a réagi, il nous écoutait certainement en disant, mais moi je pense que c'est un vrai débat, en disant on peut aimer que tout soit publié sans aimer tout ce qui est publié. Je suis entièrement d'accord avec lui. Au nom de la liberté d'expression, on va bientôt nous interdire de nous exprimer. C'est pas exactement ce qu'on a dit et ce que moi j'ai compris de ce qu'il avait dit. Donc je vais l'inviter à venir en parler. Je rappelle que Charlie Hebdo est un fanzine, un journal de dessin qui n'est pas destiné à être diffusé partout dans le monde. Ce sont des dessins, des caricatures. Les caricatures sont faites pour choquer et ce n'est pas l'organe officiel, comme l'a dit le président de la République. Donc qu'il y ait un journal qui se moque, qui caricature, c'est une chose. Dans ce cas-là, on interdit la caricature. Ma question est toujours jusqu'où on va. Mais j'inviterai Luc Ferry à débattre de ce sujet avec grand plaisir. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin pour ce débat très riche et passionnant. Message également d'une auditrice qui nous dit à propos de l'ENA et tout ça, c'est que ce sont les politiques qui ont donné, qui sont responsables. C'est les hommes et les femmes politiques qui devaient changer de direction et ce sont eux et eux seuls qui sont responsables, la classe politique. Mais on en reparlera. Merci à vous. On se retrouve demain.